Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette 12e édition des Rencontres du ciel et de l'espace, donc organisée par l'Association française d'astronomie. Une édition reportée 2 fois en raison de la crise épidémique du Covid, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons, comme on dit, en présentiel aujourd'hui. Pour pouvoir échanger, discuter, se rencontrer, assister à des présentations. Cette édition a été préparée il y a déjà donc un peu plus de 2 ans, et à l'époque nous avions convenu avec Hubert Reeves, qui nous soutient nos actions et les actions de l'Association française d'astronomie depuis de nombreuses années, vous le savez, à travers les Nuits des Étoiles, mais pas seulement, aussi le lien avec le public, d'ouvrir ces rencontres du ciel et de l'espace par une conférence d'Hubert, pour 2 raisons. La première, c'est que Hubert aura 90 ans l'an prochain, et nous voulions marquer ce moment en le fêtant aussi, et en l'invitant à nous parler de ces décennies de lien avec le public, de communication avec le public, entre le moment où, pour la première fois sur le plateau d'Apostrophe, si mes souvenirs sont bons, l'émission de Bernard Pivot, il avait expliqué aux Français, à l'époque il y avait peu de chaînes de télévision, que nous étions tous des poussières d'étoiles. Et ça avait énormément marqué, ça avait changé la perception que le public avait du lien entre la Terre et le ciel. Et nous voulions marquer ce moment, ce que nous avons effectivement fait, en publiant un numéro hors série de Ciel et Espace, que vous trouverez ici, que je vous engage bien évidemment à trouver sur le stand de la fac, consacré à Hubert, qui s'appelle l'univers d'Hubert Reeves. Je crois que nous lui devions ça, compte tenu de la contribution qu'Hubert a apportée à ce domaine. Et puis la seconde chose, mais celle-ci, elle est en filigrane des rencontres du ciel et de l'espace, c'est le lien qui s'établit depuis plusieurs décennies de façon plus importante entre justement la Terre et le ciel, où nous avons tenté depuis de nombreuses années de faire que on parle de la même chose, c'est le même univers. Et lorsque on thématise les Nuits des Étoiles, eh bien, quand on parle des exoplanètes, ça nous permet de les comparer à notre propre Terre. Lorsqu'on parle de la Lune, c'est un balcon sur notre propre univers, en sachant que même si on lance aujourd'hui des satellites scientifiques pour observer à très grande distance, les grands enjeux qu'il va nous falloir relever dans les années et décennies qui viennent, elles sont déjà là. Ce sont 2 crises majeures, la crise de la biodiversité et la crise climatique. Et nous tenions à ce que ces rencontres s'ouvrent et se concluent par ce rappel et par cette ancienne qui est le ciel n'est pas extérieur à la Terre et la Terre n'est pas extérieure au ciel. Voilà, donc malheureusement Hubert n'a pas pu, pour des raisons de santé, être avec nous aujourd'hui. Il va vous le dire. J'ai pu le rencontrer il y a 48 heures et je vais vous montrer une petite vidéo dans laquelle il va vous expliquer pourquoi et nous faire un petit coucou. Et je voulais vous dire que cette conférence qui était prévue avec Hubert, Humanité et Biodiversité, a lieu, et a bien lieu, et a lieu avec le président donc d'Humanité et Biodiversité, Bernard Chevachus-Louis, qui est biologiste, ancien directeur de l'INRA et du Muséum national d'histoire naturelle, donc président de Humanité et Biodiversité. Et après avoir écouté Hubert, je vais reprendre la parole quelques secondes pour
laisser Bernard vous parler d'humanité et biodiversité. Voilà, je vous propose tout de suite d'écouter Hubert Reeves. Bonjour, je suis Hubert Reeves. Malheureusement, des problèmes de santé m'empêchent d'être avec vous. Je suis content de voir que c'est Bernard Chevassus-Louis qui me remplace. Il est maintenant directeur du mouvement Humanité et Biodiversité, qu'il fait avec une très grande énergie, une très grande compétence. Et je lui envoie mes félicitations. Je voudrais dire quelques mots autour du sujet. Ce sujet de la 6e extinction prend des directions que je trouve à la fois très positives et très négatives. Très négatives, tout le monde le sait, les derniers rapports du GIEC ne sont pas là pour donner un grand espoir. Cependant, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, cette réaction contre ces dangers, ce fait que l'humanité est en danger, maintenant évolue dans un sens positif, dans le sens que tout le monde en parle. Maintenant, tout le monde est au courant. Maintenant, on ne pourra plus dire « on ne savait pas ». Et ça, je pense que c'est formidable. Je vois tout ce qui se passe un peu partout et surtout la volonté maintenant d'en parler dans la vérité, c'est-à-dire de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Au début, il y avait cette espèce d'engouement qu'ont souvent les médias pour les mauvaises nouvelles. On répand les mauvaises nouvelles et cela est très mauvais pour le moral des troupes, si on peut dire, parce que se battre quand on a l'impression qu'une bataille est perdue, c'est beaucoup moins mobilisant que de sentir qu'il y a des progrès un peu partout. Il y a des animaux qui sont sauvés aujourd'hui. Il y a les éco-certifications, le fait que les banques, maintenant, beaucoup de banques ne veulent plus prêter au sujet de projets qui vont contre la COP21. Ça, je pense que c'est positif. Il faut se souvenir que l'avenir n'est jamais connu. L'avenir est inconnu. Et on ne sait pas. Et se battre quand on pense qu'il y a une possibilité, c'est tout autre chose que se battre quand on a l'impression que c'est foutu. Quand on dit c'est foutu, c'est foutu. C'est ce remontant de la morale des gens que je trouve, tout le monde aujourd'hui parle de ce qu'il a fait, des mouvements, de ce qui a été gagné. Donc pour moi, ce sont des motifs d'espoir, c'est des motifs de penser que tout n'est pas nécessairement perdu, que l'avenir est inconnu. Ça pourrait très mal aller, ça va probablement pas aller très bien, mais ça pourrait s'améliorer. Et ça, je pense que c'est important, et c'est important de le dire, et je crois que Bernard est tout à fait dans cette optique. Donc, félicitations Bernard, j'en profite. J'aimerais être avec vous parce qu'il y a des tas de choses qui m'intéressent, non seulement dans le domaine de l'écologie, mais par exemple cette découverte de cette multiplicité de galaxies, alors qu'on pensait que les premiers temps de l'univers était à peu près vide. Aujourd'hui, on trouve toute une population absolument passionnante qui nous montre qu'on est loin d'avoir la fin de l'histoire, que le début de l'histoire est encore un sujet passionnant et largement inconnu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne audition. Je sais que tout ça est enregistré. Ça me fait plaisir parce que j'aurai le plaisir de l'écouter. Et je vous laisse là-dessus. Bonne réunion, bonne conférence. Merci. Donc voilà, vous savez que Hubert va nous regarder, va nous écouter. Je vous propose d'accueillir donc Bernard Chevassus-Louis pour parler de la biodiversité et ce thème, comment sensibiliser aujourd'hui à la biodiversité. Monsieur le président de l'association Humanité et Biodiversité, c'est à vous. Donc merci de cette invitation à vous parler de biodiversité. Effectivement, moi je suis un terrien naturaliste, donc je me hasarderai pas à vous parler de cet espace que vous connaissez mieux que moi.
mais effectivement, cette vision d'Hubert, de cette continuité qu'il y a entre cet espace et poussière d'étoiles et puis l'ensemble des vivants, m'autorise effectivement à vous parler effectivement de cet ensemble des vivants. En effet, les atomes qui me constituent et qui me permettent de vous parler aujourd'hui, j'aime à penser qu'ils ont peut-être été ceux d'un dinosaure il y a 80 millions d'années, ceux d'une bactérie il y a 3 milliards d'années, peut-être ceux d'un séquoia il y a longtemps aussi. Et donc c'est effectivement ce message de l'unicité et de la diversité du vivant que je voudrais évoquer. Mais je ne vais pas vous faire une conférence sur la biodiversité, je vais vous parler si vous le voulez bien, de la manière d'en parler. Parce que cela fait pas loin de 20 ans que j'essaye de parler de la biodiversité, et je me suis dit que, bon, on connaît les talents pédagogiques d'Hubert, et je me suis dit qu'une des manières de lui rendre hommage, c'était de réfléchir avec vous à comment intéresser à la biodiversité et qu'est-ce qui émeut, qu'est-ce qui sensibilise, qu'est-ce qui donne envie. Et pour faire ce voyage un peu pédagogique, j'ai pris une petite analogie astronomique, c'est-à-dire d'identifier ce que j'ai appelé 7 planètes pédagogiques et d'essayer à chaque fois d'en montrer l'intérêt et ce qui m'en semble aussi peut-être les limites, parce qu'on verra effectivement que chacun de ces registres qui essayent de parler de la biodiversité, eh bien, ont des richesses, un intérêt, mais aussi peut-être quelques limites. Donc c'est ce voyage dans lequel je vous convier, parce que la première chose qu'il faut avoir en tête avec ces 2 petites coccinelles, c'est qu'en fait l'essentiel de la biodiversité, eh bien, ce sont des petites choses. Vous avez ici ce graphique qui montre la taille des espèces animales, et vous voyez que Homo sapiens, créature qui fait plus d'1 mètre de haut, c'est une toute petite minorité des espèces animales. Et vous savez, quand on aime caricaturer les naturalistes, on dit « Ah oui, c'est les gens des petites bêtes et des petites plantes. » C'est vrai, la plupart des êtres vivants sont des petites choses, mais le problème, c'est qu'effectivement, ces petites choses, eh bien, pendant longtemps, avec notre vision de grosses bêtes, eh bien, on avait ce regard focalisé sur ces grandes espèces animales et végétales, et puis on désignait le reste plutôt avec des termes péjoratifs, les invertébrés par exemple. Et puis il faut voir que jusqu'au XIXe siècle, eh bien, ces fameux micro-organismes étaient inconnus et qu'ils ont eu le mauvais goût d'émerger plutôt à travers des problèmes sanitaires, ces pasteurs en particulier. Et donc toute la question que l'on a à évoquer, c'est que cette pyramide, il faut l'inverser totalement. C'est-à-dire que tant en termes de diversité que de quantité de matière vivante sur la planète, que de fonctionnement de notre planète, eh bien la représentation qu'il faut avoir, c'est ça, c'est-à-dire un monde de petites choses et de micro-organismes, et puis aussi des êtres un peu plus gros, comme en particulier les insectes, et puis ces grosses espèces, eh bien c'est une petite pointe, et j'aime bien prendre l'image du Titanic. C'est effectivement parce qu'il y a toute cette base, ce fondement, qu'on peut vivre sur notre planète. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. Et comme vous savez qu'il y a une certaine analogie entre les jours de la semaine et puis les planètes du système solaire, on va, si vous voulez bien, se promener à travers les 7 jours de la semaine. C'est un plan un peu idiot, mais qui a le mérite de voir si ça va bientôt s'arrêter, quoi. Vous pouvez suivre la progression pour savoir quand est-ce que ça sera fini. Alors le premier registre auquel on pense tout de suite, c'est effectivement de dire, voilà, la science va vous parler de la biodiversité. Et alors on le fait effectivement avec des graphiques. Vous avez ici un graphique qui représente par exemple en vert le nombre d'espèces qu'on connaît pour les différents groupes, puis en jaune, je vous passe la question de comment on fait pour le savoir, en jaune le nombre d'espèces qu'on n'a pas encore vues mais qu'on estime exister dans ces différents groupes. Et donc ça montre bien effectivement qu'une grande partie de la biodiversité reste à découvrir.
Et puis des graphes comme ça dans lesquels on montre que la biodiversité diminue dans un certain nombre de groupes, que ce soit les oiseaux, les insectes, etc. Alors je pourrais effectivement vous en montrer énormément, mais je vais tout de suite passer à la question de en quoi, quels sont l'intérêt, mais aussi les limites de ce discours scientifique. Et le premier, c'est que il faut bien voir qu'un graphique scientifique, eh bien c'est un peu un idéogramme, c'est-à-dire c'est une concentration extrême d'énormément d'informations qui, de manière codifiée, va représenter des choses que les autres scientifiques sont capables de lire et de décoder. Autrement dit, quand on présente comme ça un graphique, eh bien, il y a un phénomène d'encodage et de décodage que seules certaines personnes qui ont les clés, qui connaissent ce langage, au même titre que les idéogrammes ou les hiéroglyphes égyptiens, eh bien, sont capables, quasi instantanément, de comprendre. Mais il faut bien se dire que ce n'est pas donné à tout le monde, que le fait d'expliquer, par exemple sur un graphique, qu'est-ce que c'est que l'axe des X, qu'est-ce que c'est que l'axe des Y, comment on a calculé ce paramètre, effectivement, souvent on fait débarquer comme ça, face aux gens, des choses qui sont effectivement des concentrés extrêmement forts d'informations. Mais la deuxième question plus embêtante, c'est qu'effectivement on se place dans une certaine logique que j'ai mis en rouge sur ce graphique, qu'il y a une certaine chaîne déterministe qui va depuis l'information, faire connaître, jusqu'à la sensibilisation, se sentir concerné par ce qu'on présente, et puis ensuite aller jusqu'à motiver et donner envie d'agir. Et pour faire la transition avec mardi, eh bien, la question c'est justement, est-ce qu'il ne faut pas plutôt partir de la sensibilisation et une fois que les gens sont sensibilisés, voir si d'une part ils auront envie d'agir et d'autre part s'ils auront envie de connaître davantage. Donc c'est effectivement ce deuxième jour, le mardi, dans lequel on va parler du regard des artistes sur la biodiversité. Alors vous en êtes familiers parce que pour donner à voir les découvertes que vous pouvez faire à travers le cosmos, eh bien on voit souvent des images sur lesquelles il y a marqué « vue d'artiste ». Donc cet appel aux capacités des artistes à sensibiliser, à faire connaître, est tout à fait important. Dans le cas de la biodiversité, on a tendance souvent à dire que le début de cet intérêt pour la biodiversité, vers le milieu du 19e, c'est ces fameux peintres impressionnistes qui parcouraient la forêt de Fontainebleau, donc les peintres de Barbizon, et qui effectivement avaient demandé à ce que l'on classe ces paysages qu'ils peignaient. Et donc c'est ce qu'on appelle les séries esthétiques de Barbizon, qui sont venues avant les premiers parcs nationaux aux États-Unis. Donc c'était le tout début. Et donc effectivement, cette approche des artistes du paysage et de son caractère esthétique est un autre aspect. J'ai tendance à penser qu'il a sans doute commencé bien avant les peintres de Barbizon et que lorsque Homo sapiens, à Lascaux ou ailleurs, peignait ce qu'il voyait, il y avait aussi certainement ce sentiment esthétique qui l'accompagnait. Mais c'est vrai qu'en science, parfois, cet aspect un peu sensible et esthétique est moins mis en avant. Alors, la question, c'est que pourquoi ça a mis longtemps à émerger? C'est parce que pendant longtemps, le paysage avait plutôt, en peinture notamment, une vision, une fonction allégorique, c'est-à-dire qu'il il véhiculait un certain nombre de messages. Vous connaissez peut-être cette fresque qu'il y a donc à Sienne qui porte sur les effets du bon et du mauvais gouvernement. Et quand vous regardez l'arrière-plan des deux tableaux, les effets du bon gouvernement sur la campagne et puis en bas à droite les effets du mauvais gouvernement sur la campagne, eh bien ces campagnes qui sont décrites ne sont pas des campagnes qui sont peintes, c'est effectivement des campagnes imaginaires pour dire voilà ce que fait le bon et le mauvais gouvernement. Et donc on a mis effectivement un certain temps à ce que cet aspect-là, le paysage, soit pris pour ce qu'il est et dans sa dimension esthétique. Alors, dimension esthétique, oui. Alors, vous reconnaissez effectivement la fameuse Sainte-Baume, mais où ça peut effectivement poser problème, c'est lorsque le paysage évolue et lorsque, effectivement, il a tendance, comme ici, à ne plus être tout à fait conforme à ce qu'avait peint Cézanne. Parce que les gens disent, mais regardez, qu'est-ce que c'est que ces taches de verdure qui commencent à grimper le long des falaises? C'est pas beau, il faudrait les couper.
pour conserver effectivement cette dimension esthétique. Donc ça veut dire que cette dimension conservation du paysage peut parfois avoir une dimension un peu fixiste et pas forcément favorable à la biodiversité. Et puis l'autre aspect, c'est que cet esthétisme évolue lui-même dans le temps. Autrement dit que quand on regarde les écrits, par exemple, de Buffon sur les paysages où la main de l'homme n'a pas mis les pieds, comme on dit habituellement, vous avez des textes absolument effrayants, c'est-à-dire ça décrit ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé comme un peu l'équivalent du chaos au temps des Grecs, et il fallait absolument, effectivement, que la main de l'homme intervienne pour mettre en ordre, ordonner cette nature qui, effectivement, était un bazar épouvantable. Donc, ce qui veut dire que le regard esthétique du XVIIIe siècle sur la nature, c'est ça. Hein, c'est voilà la manière dont le souverain, parce que souvent c'était effectivement dans des jardins de nobles, voilà la manière dont la nature doit être. Et ce modèle du jardin à la française, qui fait qu'on a souvent du mal à dire que des herbes qui poussent au pied d'un arbre dans les villes, c'est pas forcément moche, eh bien, on voit qu'il imprègne encore beaucoup la vision d'un certain nombre de gens. Et puis l'autre problème avec ces visions esthétiques, c'est que toujours avec cette même vision, il y a quand même des animaux qui sont effroyablement moches, et c'est pas effectivement pour ça qu'il faut dire qu'on va s'en débarrasser. Et puis le dernier point, c'est que parfois ça peut donner une impression d'un passé qui était mieux qu'aujourd'hui. Vous avez ici effectivement les baigneuses de Seurat à Asnières, et des scientifiques ont essayé et ont pu recalculer ce qu'était la qualité des eaux de baignade vers la fin du 19e à cet endroit-là. Vous voyez qu'au fond, d'ailleurs, le peintre a peint les fumées d'usine, etc. Et aujourd'hui, il serait absolument interdit de se baigner dans ce qu'étaient ces eaux de baignade du 19e. Autrement dit, le niveau de pollution qu'il y avait par les métaux lourds, etc., fait qu'aujourd'hui, on interdirait la baignade. Autrement dit, ça peut effectivement, cette vision esthétique du paysage peut parfois masquer des choses, effectivement, qu'on ne verra pas si on ne regarde pas un peu plus en détail. Troisième jour, Mercure. La sensibilité à travers les sens, c'est-à-dire que finalement, pour intéresser à la biodiversité, il ne faut pas la rendre davantage corporelle, c'est-à-dire la faire sentir, la faire goûter, etc. Et effectivement, c'est par exemple ce qu'on voit sur cette table, le fait de dire mais tout ça, c'est des produits de la biodiversité, c'est grâce effectivement à un certain nombre d'espèces, aussi bien des vaches, des cultures de blé, des vignes, etc., mais aussi, j'y reviendrai, des micro-organismes qui permettent de donner ces goûts excellents, eh bien, cette approche sensorielle et gastronomique peut être aussi une manière de parler de la biodiversité. Et ça permet aussi de dire, mais finalement, ces micro-organismes que vous appelez les microbes, en considérant éventuellement que c'est surtout des choses malfaisantes, eh bien, s'ils n'étaient pas là, eh bien, vous seriez réduit à manger de la farine, ce qui est quand même moins goûteux que du pain qui a été levé avec du levain et qui a été pétri. Une olive qui n'a pas été transformée par des micro-organismes, c'est totalement immangeable. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté une olive cueillie sur un olivier. Hein. Et puis, ces goûts délicieux de la charcuterie ou des fromages, eh bien, si vous goûtez du lait ou de la viande crue de porc, eh bien, vous ne retrouverez pas effectivement ces saveurs délicieuses. Donc, ça permet de sensibiliser à cette partie quotidienne mais invisible d'une biodiversité en action. Autre chose que ça permet de voir, c'est qu'effectivement de dire un écosystème, et parfois les gens, quand on dit écosystème, ils voient la forêt amazonienne, ils voient des grandes choses, ça peut être des toutes petites choses, et ça veut dire qu'emmener les enfants, ou même des plus grands, dans une prairie, soulever une bouse de vache en leur disant qu'en dessous, ils vont découvrir un écosystème et on va leur expliquer pourquoi. Gratouiller dans la litière des forêts, puis voir tout ce qui bouge et dire ça aussi, c'est un écosystème, ça peut donner effectivement une vision et une appropriation beaucoup plus tangible, beaucoup plus à taille humaine de quelque chose qui pourrait paraître comme un concept extrêmement vaste et qui dépasse de très loin l'échelle humaine. Et puis, il n'y a pas effectivement que le goût, le toucher, etc. Il y a aussi le son.
Et vous savez qu'un certain nombre de gens aujourd'hui décrivent les paysages sonores, ce qu'on appelle l'écho-acoustique, et montrent souvent à quel point ces paysages sonores se sont appauvris au cours du temps. Il y a eu une belle exposition récemment sur ce sujet. Autrement dit, on donne à entendre la biodiversité, vous imaginez un peu le chant des insectes et autres. Et pour rendre hommage à Hubert, puisque vous savez qu'il adore la musique, eh bien, je voudrais vous parler. Alors, ce dont je vous parle, c'est la flèche verte. Hein, messieurs, ne regardez pas à droite. Hein. Donc, c'est effectivement ce qu'on appelle les bois de résonance, c'est-à-dire ces bois que les forestiers, notamment ici, on a une photo dans la forêt du Rizou, dans le Jura, ces bois que les forestiers connaissent et repèrent, et qui sont seulement certains arbres très vieux ayant poussé dans des endroits très froids, et qui permettent effectivement de faire des enceintes d'un nouveau genre, c'est-à-dire dans lequel, en collant tout simplement des petits émetteurs à l'arrière, ce bois se met à sonner et vous donne effectivement une acoustique absolument merveilleuse liée à ces capacités du bois. Alors on retrouve ces bois de résonance dans d'autres instruments, mais aujourd'hui on les utilise même pour faire ces enceintes acoustiques. Et donc je ne sais pas si Hubert en a une, mais effectivement ça pourrait être un cadeau pour ses 90 ans finalement. Bon. Alors on en vient effectivement à un tout autre registre qui est, parce que vous m'écoutez poliment, mais souvent dans des conférences, au bout d'un moment les gens disent d'accord c'est bien gentil, mais ça sert à quoi ? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces petites bêtes, etc. Et donc c'est ce que j'appelle le discours utilitariste. Et là aussi effectivement il faut accepter qu'un certain nombre de gens ne rentrent dans la biodiversité qu'à travers cet aspect utilitariste. Et je vais vous en donner quelques exemples. Le but étant de montrer que parfois des choses tout à fait connues ou qu'on croit connaître réservent en fait des surprises et des trésors d'innovation, parce que j'aime bien dire que ça fait 3 milliards d'années à peu près que les vivants cherchent des solutions. Nous, ça fait effectivement à peine 2 millions d'années. Donc ils ont imaginé beaucoup de choses, ou en tout cas mis au point beaucoup de choses qu'on découvre peu à peu. Alors ça, c'est pour ceux qui sont bretons, vous le connaissez peut-être, c'est un verre de vase. Quand on se balade sur les plages à marée basse, il y a souvent ces petits entonnoirs, puis à côté, il y a des petits terricules comme ça d'excréments, parce que c'est le verre, il est en U, donc il a la bouche d'un côté et puis l'anus de l'autre côté. Et donc, tous les pêcheurs bretons retournent les plages pour aller en attraper quelques-uns, pour aller pêcher le maquereau. Et puis un biologiste de Roscoff a dit, mais finalement, comment ils font pour survivre quand ils sont dans leur petit trou? Ils ont quand même besoin d'oxygène. Donc il a regardé le sang de ces arénicoles et il a vu que ça fixait 50 fois plus d'oxygène par litre ou par millilitre que notre bonne vieille hémoglobine. Et qu'en plus, comme il n'y a pas de globules, l'hémoglobine est dissous dans le sang, eh bien il n'y a pas de groupe sanguin, donc il n'y a pas de rejet éventuel si on l'injecte à des humains. Et donc ça permet de conserver pendant longtemps des greffes avant transplantation, alors que quand on les transplante effectivement, et bien souvent elles peuvent se nécroser rapidement si elles ne sont pas oxygénées. Donc vous voyez, cette bonne vieille arénicole avait des savoir-faire qu'on ne découvre que maintenant. Un autre exemple que vous avez vécu parfois un peu douloureusement, c'est effectivement ces fameux prélèvements PCR. Alors PCR, ça veut dire réaction en chaîne par la polymérase. Avec ça, vous êtes bien avancé. Bon, de quoi il s'agit? Il s'agit effectivement de prendre quelques virus qui peuvent se trouver au fond de vos cloisons nasales et d'être capable de les multiplier pour avoir suffisamment d'ADN et pour pouvoir identifier le virus. Et ça, pourquoi on a pu le faire? C'est parce qu'il y a à peu près une 50aine d'années, un biologiste américain s'était posé la question: dans ces sources hydrothermales qui sont à 70 degrés, est-ce qu'il y a de la vie? Il a regardé, il a vu qu'il y avait des bactéries qui non seulement étaient là, mais qui se multipliaient. Se multiplier, ça veut dire multiplier l'ADN. Et il a dit, mais quelle est donc cette enzyme qui permet de multiplier l'ADN, de copier l'ADN sans trop d'erreur à 70 degrés? Et c'est effectivement à partir de là que cette polymérase, donc cette enzyme, a été purifiée et on a été quand même bien content de l'avoir pour essayer de traiter cette épidémie de la Covid. Donc vous voyez que parfois, un savoir-faire ancestral, eh bien, on est bien content de l'utiliser. Un dernier exemple un peu amusant, c'est quelle relation il y a entre une carotte et vos écrans à cristaux liquides.
Question qui peut paraître idiote, mais en fait c'est parce que à la fin du 19e, effectivement, un chimiste avait isolé dans la carotte, là aussi un être vivant très commun, avait isolé une molécule, le benzoate de cholestéryle, qui avait la propriété, quand on cristallisait cette molécule, de changer de couleur quand on la chauffait. Donc c'était les premiers cristaux liquides. Et c'est à partir de ces recherches sur les cristaux liquides qu'effectivement on a fait ces écrans d'ordinateur. Alors maintenant c'est des LED, c'est plus tellement la même technologie, mais au départ on utilisait beaucoup les cristaux liquides. Donc vous voyez qu'il y a un trésor de savoir-faire dans les êtres vivants, et j'aime bien prendre cette image que les savoir-faire des êtres vivants, c'est comme une immense bibliothèque dont on n'a pas lu la plupart des livres. Et si on vous dit « est-ce que je peux jeter ce livre ?», eh bien, votre première réaction, ça va dire « attendez, je ne l'ai pas lu ». Et donc, je pense que vis-à-vis de la biodiversité, il faut avoir ce même réflexe. La biodiversité, c'est une immense bibliothèque de savoir-faire qu'on n'a pas encore lu pour la plupart et qu'on sera peut-être content de trouver demain ou pour les générations qui vont suivre. Dernier exemple sur à quoi ça sert. Eh bien, les êtres vivants vivent dans la nature toute la journée, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, et souvent ils vont pouvoir nous alerter sur des choses qu'on n'aurait pas vues sinon. Vous avez entendu parler des perturbateurs endocriniens, notamment avec la question des biberons pour enfants ou la question des tickets de caisse avec le bisphénol A. Eh bien, comment on s'est rendu compte que certaines molécules pouvaient avoir des effets nocifs pour la santé? Eh bien, c'est parce que effectivement, des êtres vivants, des bulots comme coquillages ou des gardons comme poissons, eh bien, ont montré que lorsqu'ils étaient contaminés par ces produits, qui ne ressemblent pas du tout à des hormones, mais qui se fixent au même endroit dans les cellules, avec la différence qu'une fois fixés, ils ne veulent pas repartir, donc des perturbations, eh bien c'est ces braves petites bêtes qui nous ont alertés sur le fait qu'il y avait peut-être un risque pour nous, d'où effectivement tous ces travaux sur les perturbateurs endocriniens. Donc là aussi, le fait de dire la biodiversité, c'est peut-être notre assurance vie, parce que c'est eux en permanence qui captent des signaux qu'on ne verrait pas, eh bien c'est aussi un message qu'on peut utiliser pour sensibiliser. Alors, ça nous amène effectivement à, disons, une utilisation de ces ressources à travers, effectivement, l'économie. Et ça, c'est un courant de pensée qui est né, disons, au milieu, enfin, vers le début du XXIe siècle, qui est de dire, mais si on transformait la biodiversité en dollars ou en euros, peu importe, peut-être qu'il y a des gens que ça intéresserait davantage. Alors, certains écologistes ont dit que c'était la dernière des perversions. D'autres ont dit pourquoi pas, au point où on en est. Mais je voulais juste tracer quelques pistes autour de cette utilisation. Donc ça, c'est venu avec notamment un gros rapport qui s'est appelé le Millennium Ecosystem Assessment, qui explique effectivement qu'il y a des liens entre cette biodiversité et le bien-être humain, et avec des modèles économiques dont je vous passe la technique, eh bien, ça permet effectivement de dire, par exemple, quand vous regardez une forêt, eh bien, ce que vous allez regarder en valeur économique, c'est le bois qu'on en sort, et ça, c'est facile d'évaluer la valeur du bois qu'on en sort. Retenez que c'est à peu près 100 euros par an dans une forêt ordinaire. Et puis se dire, mais finalement, il y a des tas d'autres choses que fait une forêt. Elle fixe du carbone, ce qui nous évite effectivement une partie du réchauffement climatique. Elle peut stocker de l'eau, donc ça peut éviter les inondations en hiver, et puis ça peut soutenir le débit des rivières en été, etc., etc. Donc je vous passe les détails, mais le message de ces études, c'est souvent l'image de l'iceberg, c'est-à-dire que 90% de la valeur économique des services que l'on peut attendre de la biodiversité n'est pas vu par les humains. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire seulement qu'ils ne se rendent pas compte que lorsque ces services diminuent, ils vont devoir payer pour les remplacer. Vous payez tous une redevance quand vous ouvrez votre robinet
qui vous permet de financer les stations d'épuration pour effectivement épurer l'eau, ou vous fournir de l'eau potable, eh bien effectivement ça veut dire que quand la biodiversité ne joue pas son rôle de stockage et d'épuration de l'eau, eh bien ce service perdu, vous le payez par ailleurs sans vous en rendre compte. Donc ça permet de dire aux gens, mais vous savez en fait la valeur réelle et donc les dépenses qui seraient liées à cette perte de biodiversité, eh bien sont beaucoup plus importantes que vous ne le pensez. Alors, à partir de là, on peut effectivement, mais je ne détaille pas, faire par exemple des modèles un peu compliqués dans lesquels on dit si on plante des arbres en ville, ça va capter toutes les matières en suspension, les fameuses particules fines qu'on peut trouver liées aux émissions d'un certain nombre de choses. Et puis, on peut relier ça effectivement au fait que s'il y a plus de pollution, il y a des maladies, que les maladies, il faut les traiter. Et on peut là aussi avoir des chiffres, mais n'y faites pas attention, que planter 1 hectare d'arbres, c'est à peu près 1 000 € par an de services fournis effectivement aux citoyens. Autre chose que ça permet de faire, c'est de dire aux gens, vous savez, quand vous avez l'impression qu'on va mettre en valeur un milieu, que par exemple on va développer l'élevage un peu plus intensif dans des prairies humides et pour ça on va les drainer, on va aménager les zones côtières où il y a de la forêt donc littorale, des mangroves pour développer des élevages d'aquaculture, etc. Eh bien on a le sentiment qu'on met en valeur le milieu, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de produits économiquement intéressants. Et ce que montrent ces méthodes, c'est que en fait si on regarde non seulement ce que les gens vont vendre comme produit, je vais vendre des crevettes, je vais vendre des vaches ou du lait ou du fromage, et qu'on regarde tous les autres services, eh bien on a souvent l'impression, enfin on montre que les autres services vont diminuer. Et ça, ce graphique que vous avez là, vous avez en marron clair les services, la totalité des services avant mise en valeur, et vous avez en marron foncé la valeur totale des services après mise en valeur. Et c'est ça que j'appelle le paradoxe de la mise en valeur, c'est que vous voyez que là, une fois mise en valeur, il y a moins de services qu'avant. Donc ça veut dire effectivement que ça permet d'obliger les gens à regarder autrement les choses. Les limites, c'est effectivement que ces valeurs économiques auxquelles j'ai fait allusion, eh bien, ce n'est pas une évaluation de la biodiversité. Il ne faut pas dire la biodiversité vaut 1 000 € à l'hectare, etc. C'est seulement la mesure de ce qu'on peut appeler une interface, c'est-à-dire d'un flux de choses qui se passent dans les écosystèmes et qu'à un moment donné, les gens vont utiliser pour leur bien-être. Et donc, ça veut dire que certaines choses de l'écosystème n'auront pas de valeur reconnue. Je prends un exemple très concret. Les végétaux produisent de l'oxygène alors que nous, on en consomme. Mais effectivement, la valeur de cet oxygène produit aujourd'hui, pour les économistes, est nulle. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de problème dans ce domaine et l'économie ne peut mesurer que des choses qui ont une certaine rareté. Et donc ça veut dire, et retenez bien ce message, que ces méthodes économiques ne mesurent pas la valeur de la biodiversité, mais mesurent seulement une petite partie de cette valeur et à un moment donné, dans une société donnée. Donc ça peut donner lieu à une vision un peu réductionniste si on regarde uniquement ces valeurs de services écologiques. On approche donc de la fin de cette promenade pédagogique et on va parler effectivement maintenant de la question un petit peu de la sensibilité des êtres vivants ou plus globalement de ce qu'on peut appeler les facultés des animaux ou des végétaux. Alors, je vous ai mis ces deux représentations du Moyen-Âge pour illustrer l'idée que de tout temps, la question de l'âme au sens étymologique, c'est anima, animal, mais anima, qu'est-ce qui anime, a toujours préoccupé les humains. Quelle était donc cette chose qui faisait que lorsqu'un individu passait de vie à trépas, eh bien, donc quelque chose le quittait. Quelle était donc cette chose qui animait jusqu'à un moment, jusqu'au dernier moment, un être vivant, et qui donc sans doute devait le quitter puisque cet être vivant devenait mort, si je puis dire. Donc effectivement, ces deux représentations, vous avez à droite un joli petit diablotin qui récupère l'âme de Judas
vous vous doutez où est-ce qu'il va l'emmener, hein. Aristote déjà avait proposé une échelle de la nature, hein, c'est-à-dire une échelle des âmes dans laquelle il y avait des catégories d'âmes, des âmes végétatives, sensitives, motrices, intellectives, vous voyez, donc qui classaient et dans lesquelles il reconnaissait que, au sens que j'ai donné, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime, tous les êtres vivants avaient une âme. Mais ça s'est radicalisé effectivement avec notre petit camarade Descartes, qui, pour des raisons théologiques légitimes d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps de développer, a fait ce qu'on peut appeler le grand partage, c'est-à-dire a dit finalement une vraie âme digne de ce nom, c'est le propre de l'homme, hein. Et puis les autres individus, ce qu'ils ont, hein, les fameux animaux-machines, c'est des trucs internes qui leur font faire coin-coin ou miam-miam, mais il ne faut pas croire que quand un chien crie parce qu'il s'est pris la queue dans une porte, il a mal. Non, c'est simplement que c'est comme une porte qui grince, quoi. C'est la mécanique qui s'est un peu enrayée. Donc cette vision de Descartes et de Malebranche, dans laquelle effectivement les êtres vivants, tous à part les humains, n'avaient pas d'âme, pas de sensibilité et autres, elle a été très profondément ancrée dans notre société pendant longtemps, et il a fallu effectivement peu à peu que les gens s'en départissent. Et vous avez ici ce qu'on considère comme à droite, comme la première représentation d'un animal sensible, c'est-à-dire d'une chienne qui allaite ses petits. Et vous voyez qu'avant, on avait plutôt des représentations des bêtes, hein, c'est-à-dire des animaux qui étaient plutôt agressifs, etc. Et ce virage, effectivement, vers une représentation sensible, suggérant effectivement que cette chienne éprouve un sentiment vis-à-vis de ses petits, était un premier tournant qui s'est opéré guère avant le milieu du XVIIIe. Hein. Et puis ensuite, il y a eu tous les travaux des éthologues qui montraient effectivement que beaucoup d'êtres vivants étaient capables de se reconnaître en tant qu'individus, de communiquer, d'être capables effectivement d'empathie. Enfin, je vous renvoie à tous les travaux des éthologues, et en particulier, pour rendre hommage, madame, à vous, hein, vous savez qu'on a pu apprendre la langue des signes, à peu près 400 signes, à des chimpanzés, et à partir de là, converser. Et on a vu d'une part qu'ensuite, les chimpanzés qui avaient appris cette langue des signes l'utilisaient pour converser entre eux d'ailleurs. Hein. Mais surtout, ils ont pu, d'une certaine manière, dire des choses. Et on raconte toujours cette histoire d'un petit chimpanzé qui avait été adopté parce que sa mère avait été tuée par des chasseurs et qui exprimait en langue des signes, alors excusez-moi, je ne connais pas comment on le dit en langue des signes, mais qui exprimait qu'il était triste parce que sa mère n'était pas là. Bon. Et donc vous voyez effectivement qu'à travers ce média, on peut révéler cette sensibilité des êtres vivants. Et alors pour un petit hommage à Hubert Reeves, que j'aime bien sûr, à la fois Hubert mais aussi tout ce qu'il fait, c'est son fameux chat, hein, parce qu'il a, disons, inversé la logique de cette intelligence animale d'une manière que je trouve très originale, qui est de dire finalement quand mon chat me regarde, il est évident qu'il comprend des choses de moi. Autrement dit, il mobilise son intelligence pour savoir si je vais lui donner à manger, si je fais attention à lui, est-ce que je pourrais lui faire un câlin, etc. Donc il mobilise son intelligence, etc. Mais son intelligence est limitée. Comme le dit Hubert, je n'essaierai pas d'apprendre les mathématiques à mon chat. Bon. Mais le message qu'il en déduit, et c'est ça que je trouve délicieux et très profond, il dit « Mais moi, finalement, vis-à-vis du cosmos, je suis comme mon chat par rapport à moi. » Autrement dit, je comprends certaines choses, j'essaye de me le représenter, mais sans doute effectivement que ce n'est qu'une toute partie de ce qu'on peut comprendre, et donc il faut avoir vis-à-vis effectivement de mon intelligence par rapport au cosmos, la même représentation des limites qu'il peut y avoir entre l'intelligence d'un chat et la compréhension de ce que je suis, et je trouve que ce message, il est très profond. Alors, l'autre problème de cette âme, c'est qu'on a mis un peu de côté les végétaux. Alors que pendant longtemps, cette idée que les végétaux, comme je l'ai dit,
était aussi habitée, et en particulier par des nymphes, c'était dans toute la mythologie grecque et latine, les nymphes habitaient ces arbres. Alors vous connaissez, vous avez appris à l'école cette fameuse poésie contre les bûcherons de la forêt de Gâtine, non, je ne vous la récite pas, mais c'était effectivement cette idée que le bûcheron allait faire fuir ces nymphes, et ces nymphes effectivement ont fui. Parce que, réfléchissez un instant, tout en continuant à m'écouter, trouvez-moi un arbre français qui ne soit pas masculin. Bon, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Trouvez-moi. Bon, donc les nymphes ont fui les arbres, alors que la plupart des arbres en latin, enfin beaucoup d'arbres en latin, et dans d'autres langues d'ailleurs, sont quand même en partie féminins. Un ouvrage que j'aime bien, si vous voulez penser comme un arbre, c'est cet ouvrage de Lié van Covelert, Journal intime d'un arbre. Vous voyez, ça commence par ces phrases. On m'appelle Tristan, j'ai 300 ans et j'ai connu toute la gamme des émotions humaines. Et il raconte, voilà. Et vous êtes pris tout de suite par ce récit, vous vous sentez arbre, et je vous invite effectivement à le lire. Et puis alors, je termine, parce qu'il va falloir terminer, par mon dimanche, et par la question, effectivement, de l'éthique, c'est-à-dire, effectivement, quel est le champ d'application de l'éthique et de la morale. Et en commençant, puisque je vous ai parlé beaucoup d'utilitarisme, par cette question, est-ce qu'il faut servir à quelque chose pour avoir le droit d'exister? Vous êtes d'accord avec moi que vous n'oseriez jamais poser cette question à un humain? À quoi tu sers? Bon. Et c'est toute la question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la même question pour l'ensemble des êtres vivants? Et effectivement, on a vu là aussi cette évolution de la pensée qui a commencé là aussi à la fin du XVIIIe avec Rousseau et ses valeurs de la nature. Mais ce qui est intéressant et qui continue d'ailleurs à imprégner un certain nombre de pensées, c'est que ces valeurs de la nature étaient des valeurs refuges contre une société corrompue. Autrement dit, on est passé à la fin du XVIIIe de la représentation de Buffon, l'homme représente l'ordre et ce qu'il faut être, et la nature est un chaos, à cette idée inverse, c'est-à-dire la société est corrompue et en désordre, et je retrouverai dans la nature, promenade d'un penseur solitaire, je retrouverai dans la nature des valeurs qui vont me permettre de me ressourcer. Autrement dit, les valeurs de la nature étaient pensées comme des contre-valeurs par rapport aux valeurs sociales, et pour un certain nombre de gens, ça reste vrai, ce qui pose un nombre de problèmes. Ce dont je voudrais vous parler pour terminer, c'est effectivement de cette question de l'humanisme, pour rappeler que cet humanisme, donc, qui est né à la Renaissance, au départ, c'était un humanisme de mâle blanc adulte à chapeau. Autrement dit, les gens considérés comme des vrais humains et qui étaient l'objet de l'humanisme, c'était cette petite partie de la société occidentale et des hommes blancs, et que, bon, vous vous rappelez la controverse de Valladolid, les Indiens ont-ils une âme, et qu'il a fallu très longtemps pour qu'on reconnaisse que l'humanisme et ses valeurs devaient s'appliquer aux enfants, 1841, aux esclaves, et en France, là aussi, 1848, aux femmes, puisqu'il y a eu une brève période sous l'Ancien Régime, au moment des États généraux où on leur a reconnu le droit de vote, qu'on leur a rapidement supprimé, il a fallu attendre 1944 et le général de Gaulle pour effectivement retrouver ce droit de vote aux femmes, sans parler du droit des handicapés qui n'a été reconnu qu'en 2006. Alors, pour parler de la Révolution, permettez-moi quand même de rendre hommage à une personne que vous connaissez, j'espère, Olympe de Gouges, qui a écrit cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte remarquable que je vous invite à lire. Manque de chance, cette dame portait une particule, ce qui a été sans doute la raison qui lui ont valu d'être guillotiné, mais effectivement, rendons hommage à Olympe de Gouges et à sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais il a fallu longtemps ensuite pour que ça revienne. Et donc la question que je vous pose, c'est est-ce que les nouvelles étapes de l'humanisme, eh bien, c'est pas de dire, on l'a vu avec les générations futures, avec Rio et les droits des générations futures, mais est-ce qu'il ne faut pas l'étendre à tous les vivants? C'est-à-dire de dire finalement l'humanisme de demain, c'est de considérer que tous les vivants ont le droit à l'existence et doivent être considérés comme faisant partie de notre famille au sens large,
Et ça veut dire effectivement que, pour reprendre notre ami Descartes, on passerait effectivement de « je pense donc je suis » en faisant du mauvais latin à « je suis écologiste et donc je suis à l'intérieur de l'ensemble de ce cercle des vivants ». Cette vision ne va pas de soi. Ne va pas de soi, je vous cite Malraux, hein, l'humanisme, ce n'est pas de dire ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait, c'est de dire nous avons refusé ce que voulait en nous la bête. Et ce qui veut dire qu'effectivement, cette idée à reconnaître que l'ensemble des êtres vivants ont droit à l'humanisme, un certain nombre de gens considèrent, mais ils ont le droit, que ça risque de dévaloriser l'humain, hein, de déshumaniser le fait de considérer qu'on a des choses à voir avec l'ensemble des êtres vivants. Et peut-être pour en sortir, eh bien, une des visions que j'aime beaucoup, c'est Philippe Descola, qui, en tant qu'anthropologue, a exploré à travers le monde les multiples manières de se représenter l'humain par rapport à l'ensemble du vivant. Donc, vous connaissez sans doute son ouvrage « Par-delà nature et culture », mais ce qu'il a montré, c'est que cette vision très, très clivante entre nature et puis humain, ce qu'il appelle le naturalisme, ne concerne qu'une petite partie de l'humanité à une petite période de son existence, et qu'il y a des tas d'autres endroits, par exemple dans les civilisations animistes, où l'on considère effectivement que ça va de soi, que tous les êtres vivants ont une personnalité, qu'il faut interagir avec eux, et si possible vivre en bonne compagnie, au même titre qu'on vit en bonne compagnie avec son voisin de palier, et que lorsque le génie de la rivière a fait savoir qu'il ne fallait pas traverser, ça a le même sens pour eux que nous quand on voit un feu rouge. Hein, il ne faut pas passer. Bon, autrement dit, les êtres vivants et même l'ensemble des créatures du cosmos sont intégrés dans leur représentation de ce qu'on appelle une société. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Je vous ai proposé cette planète, cet registre pour essayer de sensibiliser à la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez été sensible plutôt à l'un plutôt qu'à l'autre, etc. Mais je pense effectivement, et c'est tout le talent d'Hubert, que le défi, c'est le défi de la synthèse, hein, puisque vous savez que le chiffre 7, il a été aussi appliqué par le camarade Newton pour rendre compte de cette expérience scandaleuse qui était que la lumière blanche n'était pas pure. Hein. Mais maintenant que vous avez les 7 registres de la pédagogie, ben le défi concret au quotidien, ben c'est de refaire de la lumière blanche, c'est-à-dire de les synthétiser au mieux pour essayer effectivement de sensibiliser à ces enjeux du vivant. Merci beaucoup de votre attention.